Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence. Je m'appelle Youssouf Bokoum et je suis responsable de compte clé chez Witekio. Aujourd'hui, nous allons parler de maintenance logicielle embarquée dans un environnement contraint et on fera un focus sur le cas du ferroviaire. Quand on parle de maintenance logicielle, on peut parler de maintenance corrective, on peut parler de maintenance évolutive, on peut également parler de maintien en conditions de sécurité. Je m'attarderai un tout petit peu sur ce dernier élément. On voit qu'il y a des réglementations en place, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de réglementations qui arrivent. Il y a de plus en plus de cyberattaques. Donc les entreprises finalement ont besoin, sinon sont même dans l'obligation de devoir protéger leurs assets, de devoir protéger leurs produits contre ce genre de cyberattaques. J'ai récemment vu chez Tesla, sur leur Model 3, qu'il y avait une vulnérabilité qui a été découverte sur le capteur qui permet de mesurer la pression des pneus. Et à travers cette vulnérabilité, on arrivait à communiquer dans le Buscan. Je vois les personnes de Synactive qui rigolent, je pense que c'était chez eux que ça a été découvert. Sur ce capteur-là, on arrivait à communiquer sur le Buscan, ce qui est une vulnérabilité qui est relativement critique. Personne ne veut faire la une des journaux pour ce type de raison. Et donc, il va sans dire que c'est un enjeu crucial pour toutes les entreprises. On va donc parler de ce sujet aujourd'hui. On va parler de comment et pourquoi la maintenance a évolué. On va aussi parler du fond de la maintenance. Des enjeux qui sont liés à la gestion des vulnérabilités, du scope d'une maintenance. On va revenir sur les stratégies ou sinon la bonne stratégie à mettre en place pour réussir sa maintenance. Et on va terminer par les coûts associés à cette maintenance. Avec moi aujourd'hui pour aborder ces différents sujets, nous avons Victor Lacroza, qui est chef de projet chez Witekio. Il a 7 ans d'expérience aujourd'hui dans la société et il accompagne certains de nos clients sur les activités de maintenance logicielle, entre autres. Witekio est une société spécialisée dans le développement de logiciels embarqués mais aussi cloud, et surtout on accompagne nos clients sur tout le cycle de vie de leurs produits. Donc de la conception jusqu'à la maintenance. Et c'est la maintenance qui fera, donc, comme vous l'avez remarqué, le sujet de notre conversation aujourd'hui. On a également avec nous Pierre Gall, 20 ans d'expérience dans les logiciels embarqués. Il a commencé en tant que développeur et aujourd'hui Pierre Gall est à la tête de The Embedded Kit, qui est un écosystème de solutions logicielles. Et parmi cet écosystème de solutions logicielles figure CVEscan. CVEscan, c'est un outil qui permet de scanner des vulnérabilités sur un système embarqué, tout simplement, de façon générale. Et on a avec nous également Pierre Nast. Pierre Nast, c'est également... Pardon, vous m'entendez pas? Si, je pense que peut-être tourner le volume. Alors, Pierre Nast a 20 ans également d'expérience dans les systèmes embarqués. Et Pierre, aujourd'hui, est à la tête du département Digital Engineering du DCOE, donc du Digital Center of Excellence de Vossloh AG. Il est également à la tête de l'ingénierie du pôle supervision et télécommunication de Vossloh Switch System France. Vossloh Switch System France est une entité du groupe Vossloh qui est spécialisée dans la conception, dans la production et dans la maintenance d'aiguillages ferroviaires. Sans plus tarder, maintenant, nous allons aborder le premier thème de notre conférence sur l'évolution de la maintenance. Et je vais me retourner vers toi, Pierre Nast. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur comment et surtout pourquoi la maintenance logicielle a évolué? Oui, on va essayer de faire cet historique sur 15-20 ans, du coup, parce que c'est la période de temps sur laquelle je pourrais à peu près me prononcer. Je pense qu'il y a 3 grands thèmes qui ont piloté, qui ont conduit l'évolution de la maintenance logicielle et aussi l'évolution du développement sur ces dernières années. Ces 3 thèmes, c'est l'environnement dans lequel s'inscrit notre activité, qu'elle soit de production ou de maintenance. Un deuxième, c'est ce qui fait l'objet de notre production, l'objet de notre maintenance. Troisième, on parlera des déclencheurs des opérations de maintenance. Sur l'environnement, je pense que la première chose qui a évolué, c'est la notion de dépendance. Si on repart 15-20 ans en arrière, on devait faire un applicatif. Bon, une librairie pour les coms, une librairie pour les traitements, éventuellement une librairie de toolkit graphique. On compilait, on avait une application
qui étaient disponibles. Aujourd'hui, pour la moindre fonction qu'on veut développer, on tire immédiatement des dizaines et des dizaines de dépendances. Pour moi, c'est l'une des principales évolutions des dernières années, ce problème de gestion de dépendance. Quand on parle de gestion des dépendances, il y a un autre phénomène qui est apparu en parallèle, c'est une lente mais assez sûre dégradation de la confiance qu'on peut avoir dans les sources de ces différentes dépendances. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on n'ait pas un problème type supply chain attack. On en a eu un sur Node.js la semaine dernière, on en a eu un avant-hier si je ne me trompe pas. Bref, ça s'enchaîne et ça n'arrête pas. Dernier point sur l'environnement, c'est la topologie dans laquelle nos produits peuvent être déployés. On prend l'exemple d'il y a 20 ans, on prenait un produit, il était déployé dans un réseau ségrégué, une sorte d'enclave sécurisée qui était opérée par nos clients exploitants. Aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles de déploiement qui sont beaucoup plus hybrides. Nos produits vont devoir être déployés en direct connectables à Internet pour interagir avec des services distants disponibles sur Internet, dans des architectures un petit peu hybridées, où on va avoir un client exploitant qui va avoir un réseau qui est un petit peu poreux vis-à-vis d'Internet, protégé par quelques règles de firewalling, et notre produit peut éventuellement communiquer avec des services choisis. Et il reste encore, chez certains clients, cette notion d'enclave sécurisée. Ça a un impact sur notre métier en termes de maintenance, parce qu'avant, des surfaces d'attaque qui pouvaient apparaître pour cause de vulnérabilité, par exemple, elles pouvaient être relativement refermées par l'environnement dans lequel notre produit était déployé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et on ne peut plus se reposer là-dessus. Ça, c'était pour l'environnement. Maintenant, l'objet de notre maintenance, nos produits. On va dire qu'il y a 15-20 ans, on recevait un cahier des charges parfaitement complet, parfaitement explicite, qui contenait absolument tout ce qu'il fallait pour construire un produit. Et on était capable de produire une solution packagée qui marchait toute seule, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus l'attente de nos clients, c'est plus non plus l'attente du marché. Nos clients nous demandent de fournir finalement des produits type composants sur étagère qui vont être interopérables, interchangeables, et ils vont composer leurs solutions sur la base de nos différentes briques techniques finalement, où ils vont nous demander de leur composer une solution sur la base de nos briques techniques. Mais là où avant, on pouvait maintenir un produit standalone juste de manière très maîtrisé dans le temps et à faible occurrence dans le temps. Aujourd'hui, on doit entretenir ces différents systèmes, finalement, parce qu'ils sont notre propriété, on doit les maintenir. Ça m'amène au troisième thème, les déclencheurs. Sur les opérations de maintenance, on a toujours légitimement l'évolution fonctionnelle qui est demandée par le client. Deuxième déclencheur, celui qu'on essaye tous en tant que développeurs de maîtriser au mieux, c'est la correction d'anomalies, mais ça existe toujours, même si on s'améliore. On va avoir un troisième déclencheur qui est lié à cet arbre des dépendances dont la taille a explosé. On a beaucoup de dépendances aussi parce qu'on a beaucoup de petites équipes qui se concentrent sur un domaine fonctionnel très très précis, qui vont donc être capables d'itérer très rapidement sur leur cycle de livraison de version. Des dizaines d'itérations par module, des dizaines de modules par produit, et on se retrouve avec des milliers, si je calcule à peu près juste encore, de raisons de déclencher une opération de maintenance évolutive parce qu'on a une rupture de compatibilité avec une interface. C'est la troisième. Quatrième, le risque cyber. C'est aussi un peu le thème, on va dire, global du salon. Et c'est le thème de notre discussion. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait de nouvelles vulnérabilités, sans qu'il y ait de nouveaux exploits qui soient publiés, sans que des produits soient mis en danger. C'est quotidien. Donc, ces vulnérabilités, ces exploits, c'est notre quatrième déclencheur d'action de maintenance corrective typée cybersécurité. On parle beaucoup de ce risque cyber et je pense que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée à notre industrie sur les 5 dernières années, cette hyper-médiatisation, parce qu'elle a amené les acteurs institutionnels à se saisir du problème. Ils se saisissent du problème et ils nous amènent le 5e déclencheur d'action de maintenance sur nos produits, c'est les référentiels normatifs. Ils vont produire un référentiel normatif qui va protéger les acteurs clés, les acteurs d'infrastructures critiques. Et nous, fournisseurs d'équipements, pour ces acteurs clés, on va devoir appliquer ces référentiels normatifs. Et donc, ça va déclencher toutes ces opérations de maintenance. Voilà. C'est un peu condensé, c'est 20 ans en 5 minutes. J'espère que j'ai à peu près fait le tour. Très clair, merci beaucoup Pierre. Je me retourne donc vers toi Victor, chez Wittekio en tant que bureau d'études logicielles. Comment vous avez vu l'évolution de la maintenance logicielle de votre côté ?
De notre côté, effectivement, il y a encore quelques années, quand on parlait de maintenance, on entendait surtout le maintien en condition opérationnelle du produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'était basiquement la correction des bugs et l'ajout des fonctionnalités qui étaient nécessaires de par l'évolution des clients ou du marché. Euh, Aujourd'hui, avec le contexte dont a parlé un petit peu Youssouf, dont Pierre a également parlé, il y a un aspect cybersécurité qui s'est ajouté à tout ça. Et évidemment, ça a été aussi poussé par le besoin de se conforter au CRA et à la RAID. Peut-être CRA rapidement, Victor, pour tout le monde dans la salle, est-ce que tu peux expliquer? Oui, bien sûr. Donc le CRA, c'est Cyber Resilience Act et la RAID, c'est Radio Équipement Directive. Donc c'est deux normes qui ont été mises en place par l'Union européenne relativement récemment. Et leur but, c'est de garantir la sécurité des produits numériques au sein de l'Union européenne et surtout d'harmoniser ces pratiques justement entre tous les pays membres de l'Union. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans le logiciel embarqué? Ça veut dire que dès le développement du produit, il faut mettre en place une stratégie qui intègre la cybersécurité. Si on peut prendre des exemples concrets, on va parler de la gestion de ces accès physiques, de se poser la question de lesquels on met, pourquoi, etc. La mise en place d'un secure boot, la protection des données via un secure élément. Voilà, c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser dès le début de conception du produit. Tout ça, bien sûr, ça doit être accompagné d'une documentation assez précise sur justement les mécanismes de sécurité qu'on a mis en place, la politique de mise à jour, les résultats de ces tests, qu'est-ce qu'ils garantissent, etc., etc. Et une fois que notre produit est en place, il est déployé, il faut continuer à faire un suivi régulier et apporter des corrections sur les failles de sécurité du produit. Les normes dont je vous parle là, c'est des choses qui arrivent très très vite. C'est déjà en vigueur en réalité. Et en ce qui concerne le CRA, on parle d'une gestion des vulnérabilités, en tout cas d'avoir la liste de ces vulnérabilités pour septembre 2026 et une conformité totale à la norme en décembre 2027. Et du coup, tout ça, ça a impliqué un besoin de moyens humains et de compétences chez nos clients supplémentaires. C'est un travail supplémentaire à réaliser. Et c'est ce qui pousse pas mal de nos clients à sous-traiter de plus en plus la maintenance. À WeTekio, nous, on était déjà un petit peu au cœur de l'action, si je peux m'exprimer ainsi. En ce qui concerne la maintenance traditionnelle, donc, comme je disais, correction de bugs, ajout de fonctionnalités, etc. Aujourd'hui, on s'est également structuré pour répondre aux besoins concernant la cybersécurité. Et dans notre mission aujourd'hui, on est à la fois capable d'assurer la correction et le maintien en condition opérationnelle du produit et aussi de corriger les failles de sécurité qui arrivent sur des produits legacy. Très clair, merci Victor pour ce petit rappel sur la réglementation. Je me retourne à présent vers toi, Pierre Gall. Donc on a deux Pierre avec nous aujourd'hui. Pierre, en tant qu'éditeur de logiciels, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point de vue que Pierre, Nast et Victor nous ont partagé? Alors, effectivement, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous constaté. Moi, je vais peut-être apporter un angle sur l'aspect un peu financier. S'il y a 15 ans, on voyait des sociétés faire de la maintenance, et je parle bien de maintenance en conditions de sécurité, c'était surtout à des fins de ROI. C'est-à-dire qu'en fait, faire de la maintenance apportait de la valeur marketing au produit. Et du moment où on a eu un ROI sur un développement, on sait mettre les moyens pour le développer. Donc un fabricant de firewall savait mettre de la maintenance et de l'argent sur la table pour faire de la maintenance et le faisait déjà il y a 15 ans. Ce qui change avec le temps, c'est que plus on avance, plus on a de monde qui vont devoir le faire, mais plutôt contraints. Alors certains parce qu'on voit le contexte géopolitique se complexifier, certains vont l'être contraints par du normatif, le CRA, le RAID, mais en fait on est de plus en plus contraints. Et donc là, le changement qu'on voit, c'est qu'on a des gens qui avant prenaient le temps, avaient les moyens et voulaient le faire bien, et aujourd'hui on a des gens qui veulent le faire vite, parce qu'en fait ils sont surtout contraints de le faire. Ça apporte évidemment de la valeur, et je ne remets pas en cause le fait que c'est pas bien de faire de la gestion cyber, bien au contraire, mais en fait c'est quand même la contrainte qui nous pousse à faire de la gestion de vulnérabilité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher à le faire au coût le plus optimisé possible. Et ça, c'est un peu la genèse, nous, de notre produit. CVOscan, on l'a un peu bâti sur cette logique de dire comment je peux optimiser mon effort de maintenance en triant bien les vulnérabilités, en proposant quelque chose qui va me permettre de partager des remarques sur des vulnérabilités. Et donc, on passe d'un modèle, j'ai les moyens, à un modèle où je dois optimiser. L'optimisation, donc le nerf de la guerre. Je te garde avec moi, Pierre. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de maintenance, est-ce que tu peux nous parler du fond de la maintenance? Tu peux nous parler de CVE. C'est un terme qui revient très souvent, les CVE, la gestion des vulnérabilités. Est-ce que tu peux nous en parler de façon très claire?
Effectivement, on va essayer de rentrer un petit peu dans une CVE. Alors souvent on utilise ce terme CVE. CVE, ça veut dire Common Vulnerabilities Exposure. C'est un terme un peu spécifique finalement à la base de données américaine NVD, qui est la base de vulnérabilité de référence aux US, qui appelle ces vulnérabilités des CVE. Et du coup, tout le monde aujourd'hui appelle ça des CVE. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans une CVE? Et ben, finalement, toutes les informations qui vont nous permettre de comprendre de quoi cette vulnérabilité est faite. On va retrouver des informations un peu génériques, un identifiant unique, une description qui va vous donner un contexte, mais on va retrouver des informations qui vont être celles qui vont nous intéresser vraiment quand on va faire cette analyse de vulnérabilité. C'est comment on va pouvoir exploiter la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a un exploit ou est-ce qu'il n'y en a pas? D'ailleurs, toutes les vulnérabilités de la base des CVE du NIST n'ont pas forcément d'exploit. Donc on a plein de vulnérabilités qui sont là, mais que personne ne sait réellement exploiter dans un contexte de production. Les CVE sont créées sont soumises au NIST par différents organismes, soit des organismes de recherche, des entreprises privées, des labos de sécurité. Donc certaines n'ont pas d'exploit. L'autre information intéressante qu'on va retrouver dans une CVE, c'est le score. Ce score, ça va être la base de la compréhension de la criticité d'une vulnérabilité. D'ailleurs, il y a aussi des scores d'exploitabilité qui vont se retrouver. Alors, tout ça est un agrégat de plein d'informations qui vont vous permettre de comprendre, vous, en tant que fabricant d'équipement, si oui ou non, vous devez vous soucier ou pas de cette vulnérabilité. Et ça, c'est hyper important parce que si on revient sur ce que je disais avant, la plupart des enjeux des fabricants d'équipements aujourd'hui, c'est d'en faire le moins possible, en tout cas d'optimiser le coût de ça. Et donc en définissant le niveau de score qui est adapté à votre analyse de risque qui vient aussi avec le Cyber Resilience Act, et vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de dire moi je vais gérer mes vulnérabilités à partir d'un certain niveau. Après, une fois que j'ai ces vulnérabilités, il va falloir que je sois capable de les traiter. C'est-à-dire, je vais passer sur une phase qui va être plus manuelle, où là, mon enjeu, nous on appelle ça dans CVEscan annoter, je vais devoir, pour chaque vulnérabilité, comprendre quel est l'impact sur mon produit. Ah, celle-là, en fait, dans mon contexte produit, elle n'est pas exploitable. Au contraire, celle-là, dans mon produit, c'est un problème majeur, elle est exploitable. Et derrière, faire la remédiation de tout ça. Et c'est comme ça qu'on a bâti aussi notre produit, une partie détection et une partie qu'on appelle la gestion du cycle de vie des vulnérabilités, ou la maintenance en conditions de sécurité qui fait vraiment, à travers une intervention humaine, d'experts métiers, être capable d'aller définir un plan d'action pour toutes ces vulnérabilités. C'est bien clair et bien détaillé. CVE, c'est différent de CPE, Pierre? Alors, effectivement, il y a le terme CPE qu'on voit souvent. Le terme CPE, c'est un mot, c'est un acronyme que je ne vous donnerai plus parce que je ne l'ai plus en tête, qui est une manière d'identifier un package logiciel de manière unique. De la base du NIST, la NVD, a une liste de CPE qui est une agrégation du nom du composant, du nom du fabricant, du numéro de version. Et cette CPE, c'est une manière unique d'identifier un composant logiciel. Il existe une autre manière qu'on appelle les PURL, qu'on va retrouver dans d'autres bases de données, qui vont vous permettre également de composer le fournisseur, le fabricant, un numéro de version, puis des informations complémentaires comme des configurations. Et au passage, c'est vrai que la CVE, c'est l'identification de la base NVD. Je voulais en parler aujourd'hui. L'Europe s'est réveillée récemment, en particulier au moment où les financements du NIST ont été un peu remis en question par certaines personnes aux États-Unis. Et du coup, l'ENISA a révélé officiellement la création de la base européenne qui s'appellera l'EUVD. Heureusement, l'ENISA qui nous impose le CRA et la gestion de vuln a une réponse côté vulnérabilité à nous fournir. Ce n'était pas bien officiel au tout début des premiers textes du CRA. Et donc l'EUVD arrive, ça se travaille, c'est en train de maturer. On commence nous à intégrer cette nouvelle base comme une source de vulnérabilité. Voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et qui sera probablement à terme pour le CRA et pour tous les fabricants d'équipements européens, notre base de référence. Ok, merci pour cette précision également. Je me retourne vers toi, Pierre Mast. Les CVE, la gestion des vulnérabilités, point très important, mais j'imagine qu'il y a d'autres points d'attention, notamment chez Voslo. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, pour tout ce qui est activité de maintenance logicielle, on s'est fixé 4 grands points d'attention. Le premier, c'est le choix et donc l'audit de nos dépendances. Il y a 2 façons d'aborder ça. La première, c'est privilégier déjà toutes les dépendances qui sont de type long term support, les distributions LTS, donc pour les composants, pour les systèmes d'exploitation, c'est pareil. Ça nous permet d'avoir la garantie
d'avoir par l'équipe qui fournit, que ce soit une équipe open source ou que ce soit un vendeur tiers, d'avoir une garantie de maintenance en sécurité et corrective sur l'élément et moins de risques, pour ne pas dire pas de risque, de rupture de compatibilité sur l'aspect interface entre notre produit et ce composant. Il y a un deuxième élément sur lequel on travaille, on n'est pas les seuls, on travaille à la création d'un agrégateur, d'un indicateur qui sera un agrégat d'indicateurs de qualité et de fiabilité des sources logicielles. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir la librairie A, la librairie B, savoir que ça vient de la communauté A et B, c'est une chose. Maintenant, savoir que la communauté A, par exemple, c'est une centaine de personnes qui dialoguent quotidiennement, qu'il y a un cycle de release qui est régulier, qu'à chaque fois qu'il y a une vulnérabilité sur cette librairie, elle a été corrigée dans les 6 ou dans les 48 heures. Ce n'est pas la même confiance qu'on veut avoir en cette librairie qu'avec une autre où il y a 2 ou 3 personnes. Il faut mettre la petite illustration XKCD qui va bien sur le développeur seul au fin fond de l'Arkansas qui maintient la librairie sur laquelle le monde entier s'appuie. Et ce n'est pas la même que d'avoir une librairie qui est fournie par une équipe qui se voit une fois par an pour un symposium, qui sort les correctifs avec 6 mois de retard. Voilà, on ne peut pas avoir la même confiance. Donc, il y a des initiatives open source de notation de la qualité des fournitures tiers. Nous, on essaye de travailler un agrégat qui nous corresponde. Je pense que chacun peut faire le travail aussi de son côté. Ça devient possible. Après le choix et l'audit des dépendances, tout à l'heure, on a beaucoup parlé du risque lié à la supply chain, la maîtrise de la supply chain et sa sécurisation. On met en place, nous, des contrôles d'authenticité et d'intégrité des fournitures tiers. Donc, on fait nos recherches en ce moment. On n'a pas une solution qui est parfaitement aboutie. Dans les technos qu'on regarde, il y a Sixstore, dont vous avez peut-être entendu parler. Et l'idée, c'est d'avoir un certificat notarial sur toutes les dépendances, surtout sur la chaîne de dépendance qu'on va intégrer dans nos produits. Et les nouveaux référentiels normatifs vont nous contraindre à faire ça globalement. Deuxième moyen de maîtriser mieux, parce qu'on peut difficilement le maîtriser à 100%, ces fournitures tiers, c'est la mise en service de miroirs sécurisés en interne. C'est-à-dire on va éviter d'aller chercher auprès du fournisseur tiers à chaque fois qu'on en a besoin de la librairie, la télécharger et refaire son build en l'utilisant, ou la dépendance, refaire son application en l'utilisant. On va récupérer cette source tierce une fois et on va la stocker de manière immuable sur des miroirs internes sur lesquels on sera en capacité d'apporter une garantie d'authenticité et d'intégrité. Pour cette chose-là, dans les technos qu'on regarde, il y a tous les gestionnaires d'artefacts de livraison, type Artifactory, Pulp, enfin, il existe pléthore de solutions. Et une fois qu'on a bien choisi ses dépendances, qu'on l'a choisi du mieux possible, une fois qu'on a sécurisé sa supply chain, on a quand même les actions récurrentes de maintenance qui sont à faire, et donc on va sortir un grand nombre de versions de nos logiciels. Il va falloir garantir la non-régression et le maintien de la qualité fonctionnelle de nos produits. Donc, obligatoirement, ce qu'on fait à chaque fois qu'on démarre un nouveau produit, c'est la mise en place d'une chaîne de CI/CD, donc intégration continue, test en continu, qui va nous faire du test unitaire. Et on prévoit aussi des temps de validation et vérification par nos équipes VNV en interne sur ces produits-là. C'est absolument nécessaire. On ne peut pas réaliser régulièrement et prendre le risque d'introduire des régressions fonctionnelles. Dernier point, c'est au début du projet, c'est arriver à bien maîtriser la variété des piles technologiques qu'on va avoir au sein de l'entreprise. Et pour ça, on s'est doté d'un outil qu'on a appelé un Tech Radar. On va lister toutes les piles technologiques qui sont utilisées dans nos produits. Et on va avoir des comités qui vont se réunir régulièrement. Et nos développeurs, nos chefs de projet, nos architectes vont se réunir, vont dire il y a telle nouvelle techno, telle nouvelle pile qui a émergé, ça serait bien de l'essayer. Il y a telle pile, on l'a dans plusieurs produits, mais on voit vraiment une baisse de la qualité de la fourniture sur cet élément-là. Il faudrait le déprécier. Donc il faudrait promouvoir une autre pile qu'on a essayée avec de bons résultats. Et comme ça, on réduit, en fait, on simplifie la vie, on réduit les différentes piles qu'on utilise. On peut maximiser le nombre de personnes qui vont être en redondance les unes des autres en termes de maîtrise de ces piles techno. Voilà. Ok, merci pour ces précisions et ces différents points d'attention. Victor, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, au final, Pierre Nast a fait un résumé assez complet. Nous, on voit bien que ce qu'a dit Pierre, c'est des problématiques qu'on retrouve de manière générale chez quasiment tous nos clients.
L'un des points importants que Pierre a dit et que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement la maintenance, ça commence dès la création de votre plateforme. Quel type de hardware vous choisissez, les accès physiques que vous laissez sur ce hardware. Et évidemment, après, quand on parle de logiciel, le choix des packages est primordial. Il faut les choisir de manière optimisée dès le début. C'est des questions qu'il faut bien se poser parce que si vous ne vous posez pas ces questions à ce moment-là, il y a beaucoup de ces choix qui seront irrémédiables. Vous n'arriverez pas à changer facilement un package Linux que vous avez mis sur votre plateforme et qui tourne chez vous depuis 2 ou 3 ans. Ça va être très compliqué. Donc il faut vraiment se poser ces questions en amont. Et une fois que votre produit est développé, il faut bien continuer à faire un effort continu. Et une des principales difficultés qu'on rencontre dans la maintenance aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre entre l'aspect sécuritaire et l'aspect fonctionnel. On ne veut pas avoir de faille de sécurité, mais on ne veut pas non plus que la correction d'une faille de sécurité entrave le bon fonctionnement du produit. Et inversement, on ne veut pas corriger des bugs ou ajouter des fonctionnalités qui vont ouvrir la porte à des dizaines et des dizaines de CVE. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux et travailler sur les deux en parallèle. Finalement, beaucoup de points à prendre en compte finalement dans une maintenance. Si on vient de voir Victor en tant que chef de projet, quelle stratégie, comment mettre en place la bonne stratégie pour gérer efficacement sa maintenance logicielle ou son maintien en conditions de sécurité? Eh bien, pour commencer, on analyse les risques qui sont liés à sa plateforme. On se pose des questions du type est-ce que ma plateforme elle permet d'atteindre et ou de contrôler des systèmes qui sont critiques dans mon environnement? En fonction de la réponse, le type de maintenance que vous allez mettre en place va différer. Comment on accède à cette plateforme? Est-ce qu'on parle d'un accès physique? Est-ce que c'est un accès à distance? Pareil, en fonction de la réponse, la maintenance que vous allez mettre en place peut être différente. Comment est-ce qu'on met à jour notre logiciel? Et 2 points à prendre en compte, c'est-à-dire vraiment techniquement comment notre logiciel se met à jour. Est-ce qu'on peut le faire à distance? Est-ce qu'il faut se rendre sur place pour pouvoir mettre à jour le logiciel? Et après, les questions dont Pierre Nast a déjà un petit peu parlé. Ok, j'ai mis à jour mon logiciel, mais comment je m'assure qu'il fonctionne toujours correctement? Comment il fait toujours ce dont j'avais besoin à la base? Donc là, on parle de validation, etc. Et du coup, après, il faut aussi se poser la question des packages. Quels packages on utilise? Est-ce qu'on a beaucoup de packages applicatifs qui vont potentiellement être plus faciles à mettre à jour et ou à remplacer? Est-ce qu'on a énormément de packages Linux parce qu'on en avait besoin? On avait besoin de fonctionnalités diverses et variées. Voilà, les types de packages vont aussi avoir un impact. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut mettre en place une stratégie adaptée. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir déjà la fréquence des analyses qu'on va vouloir faire sur son produit. Si on a un produit très risqué avec énormément de packages, on va peut-être vouloir faire une analyse journalière sur les failles de sécurité sur nos produits. Si c'est un produit un peu moins risqué, on peut passer sur du hebdomadaire, voire du mensuel. On choisit en fonction des risques liés à son produit. Pierre Gall en a un petit peu parlé aussi, mais sur les CVE, on va pouvoir aussi vouloir choisir les CVE qu'on va vouloir traiter. Donc on va parler en fonction de la note. Il y a d'autres informations qui vont avec une CVE. On parle également aussi d'angle d'attaque. Donc, pour le faire simplement, il y a l'angle d'attaque qui nécessite un accès physique à la machine, un accès local, ou l'angle d'attaque à distance. Et donc typiquement, si on a un device qui n'est connecté à rien et qui ne peut pas être attaqué à distance, il n'y a aucune raison d'avoir besoin de corriger les CVE qui passent par un accès à distance. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut mettre en place son plan d'action concret pour corriger les CVE. Et donc là, 2 points un peu d'attention. Sur un package, on a en gros deux solutions un peu génériques pour faire la correction. On peut attendre que le package fournisse une nouvelle version. Donc ça pose une problématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de son calendrier, c'est les fournisseurs du package qui font des releases tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, quand ils ont envie. Ça va vraiment être dépendant du package et ça fait que nous, en tant que développeurs, on n'est pas maître de ce calendrier-là. Mais ça garantit une certaine forme de manière de qualité au package. Normalement, un fournisseur de package, quand il fait une release, il s'est assuré que son package fonctionnait toujours correctement, il a fait une série de tests, etc. Donc on garantit quand même une certaine qualité venant de ce package. L'autre solution, c'est d'essayer de patcher régulièrement son package. Là, ça règle le problème du calendrier, c'est-à-dire que si le patch existe et qu'on est capable de l'appliquer, on le fait quand on a envie et on release nous quand on a envie. Mais du coup, ça crée un risque de l'autre côté, c'est-à-dire que vous avez un risque fonctionnel
vous n'êtes pas créateur de ce package, vous n'en êtes pas le propriétaire et vous n'avez pas bien la maîtrise, vous pouvez faire des erreurs et donc vous aurez potentiellement corrigé des CVE, mais créé des bugs. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver entre ces deux stratégies en fonction de votre besoin. Et enfin, il y a une autre possibilité, c'est carrément voir si on peut remplacer ou supprimer des packages qui sont plus utiles. C'est un peu plus drastique, mais ça peut être aussi une stratégie qui permet de limiter son nombre de CVE. Peu importe la stratégie que vous mettez en place, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un effort constant la maintenance. Vous ne pouvez pas faire votre analyse une fois, regarder les CVE, tout corriger et laisser votre produit pendant des années comme ça sans le traiter. La connaissance sur les vulnérabilités, elle évolue constamment. Pour l'instant, on a un petit peu parlé des CVE, il y en a tous les jours ou presque. En tout cas, des CVE qui vont vous concerner, il y en aura tous les jours ou presque. Donc c'est un effort régulier qu'il faut faire, que ce soit dans l'analyse ou dans la correction pour avoir un produit à jour et qu'on garantit en sécurité. Pierre Gall, on a également un petit peu parlé, mais aujourd'hui, cette maintenance, elle a un coût. Donc on a quand même pour but d'optimiser le temps qu'on passe, donc d'essayer de passer le maximum de temps sur des parties utiles, de maximiser la plus-value apportée par l'équipe, donc vraiment de passer le plus de temps possible à corriger des CVE et pas sur des choses moins utiles. Donc l'idée là, ça va être d'automatiser un maximum de tâches. Donc on en a déjà aussi un petit peu parlé, mais la mise en place d'une CI/CD qui va permettre de générer des builds régulièrement, les rapports de CVE qui vont avec, les rapports de tests qui vont avec. Tout ça, c'est primordial et ça permet de gagner un temps gigantesque et de vraiment passer du temps sur les choses importantes, c'est-à-dire une fois qu'on a toutes ces informations, mes CVE, mes bugs, etc., passer du temps sur la correction. Et après, on peut aussi parler d'un aspect plateformisation. C'est aussi un élément très important. Quand vous avez plusieurs plateformes, il faut essayer de mettre en place une stratégie qui vous permet d'appliquer les mêmes correctifs sur toutes les plateformes. Donc, quand vous avez un package dont vous savez qu'il marche bien, si vous en avez besoin, l'utilisez partout sur vos plateformes et pas utiliser 2-3 packages qui font la même chose. Ça va vous permettre d'appliquer la même stratégie de correction et donc de gagner du temps. Tous ces éléments combinés, ça permet de se concentrer sur l'objectif principal, c'est-à-dire corriger que ce soit les failles de sécurité ou les bugs. Aujourd'hui, tous ces points que j'ai cités, ça va demander des compétences assez variées. Donc on va parler d'ingénieurs en cybersécurité pour l'analyse des CVE et la façon de les traiter. On va aussi parler de DevOps pour l'automatisation, des ingénieurs en système embarqué assez bas niveau pour tout ce qui va être votre BSP, des ingénieurs un peu plus middleware pour l'applicatif. Donc c'est un pool de compétences qui est très varié. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place à Witekio. Quand on fait de la maintenance, on essaie d'avoir accès à toutes ces compétences pour pouvoir répondre à tous les besoins de nos clients. On voit bien l'expérience dans ce que tu décris et dans les différentes étapes, ça paraît assez complet. Pierre, on dit que souvent la différence entre un expert et un amateur, c'est l'outil qu'il utilise. Comment s'intègre un outil de scan de vulnérabilité dans une maintenance ? Alors effectivement, parlons concrètement un petit peu comment ça fonctionne. Je vous donnerai l'exemple de notre outil. Nous, on est sur un outil qui va avoir deux grandes étapes, une partie détection et la partie, comme je l'évoquais, remédiation et annotation. La partie détection, c'est un outil qui va avoir un mode dit non interactif. C'est un outil en ligne de commande qui a un mode interactif et un mode non interactif. L'objectif, c'est quoi ? Essayer de favoriser un usage dans une CI, dans un serveur avec un cron qui va vous faire ce job de manière automatisée et qui va du coup, au rythme que vous le souhaitez, vous déverser dans votre outil de remédiation votre rapport prêt à l'emploi. L'idée, c'est quoi ? J'ai un besoin mensuel, hebdomadaire ou quotidien. Et je vais aller configurer mon outil, ma CI ou mon cron pour que mon rapport soit généré au bon moment. Ensuite, la deuxième partie, c'est un outil. Là, nous, on a fait le choix d'une plateforme web qui va derrière pouvoir être déployée dans votre infrastructure locale avec l'idée de pouvoir accéder facilement, pour que vos utilisateurs puissent accéder facilement cet outil pour aller faire leur travail avec des notions de droit d'accès pour avoir plus ou moins une visualisation sur les informations importantes. Pour moi, la clé de la réussite de ça, c'est minimiser l'effort. En fait, plus on aura d'efforts pour accéder à l'information, pour générer un rapport ou pour faire quelque chose, moins on va le faire. C'est le même enjeu de tout le temps. Et l'automatisation, c'est finalement une clé du succès. Ça s'apprête très bien au test et ça se prête très bien à cette gestion de vulnérabilité en tout cas. Et puis derrière, évidemment, il y a un travail manuel à faire. Et là, c'est de l'organisationnel et du process métier propre à votre entreprise ou à votre sous-traitant sur ces sujets. Merci. Je vous propose à présent de parler de coûts, d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ça va pas être facile. Ok, commençons par Pierre Nast. Alors Pierre, combien
te coûte la maintenance de tes différentes plateformes logicielles? Bon, j'aurais pas de chiffres à communiquer, on va tuer le sujet tout de suite. Par contre, on a des centres de coûts, on a des moyens de maîtriser ce qui pourrait vite fait être une hémorragie en termes financiers. Victor l'a souligné, il y a besoin d'équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur ces maintenances, en particulier pour la partie maintien en conditions de sécurité. Cette équipe, il faut accepter qu'il va falloir assumer son coût. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire pour éviter que ça soit le tonneau des Danaïdes. Nous, l'approche qu'on a choisie, c'est d'avoir une équipe qui est composée de personnels qui sont sur différents projets, qui ont les différentes compétences qui sont nécessaires. Et comme ça, ils peuvent intervenir sur les différents projets. Ils ont toujours une tête de pont, quel que soit le projet. Mais entre eux, ils ont des automatismes et ils sont plus efficaces. La redondance des compétences, être certain qu'on n'aura pas une personne, si elle est absente, on va être complètement bloqué. C'est aussi un coût nécessaire et encore plus avec ces opérations de maintenance en sécurité. Il y a un autre centre de coût qui arrive avec l'augmentation du rythme des releases qu'on va faire sur nos produits à cause des différents déclencheurs d'opérations de maintenance dont on a parlé avant. Il y a deux communications sur lesquelles ces coûts vont se concentrer. La première, c'est le dialogue avec les fournisseurs. On est intégrateur de dépendances dans notre produit et sur ces dépendances, on va peut-être trouver des choses. Les outils extrêmement efficaces qu'on utilise vont pointer tel ou tel correctif à appliquer. On a quand même globalement intérêt à communiquer le problème identifié, voire le correctif identifié aux fournisseurs. Dans le cadre des projets open source, on parle d'upstream. Nous, c'est une pratique qu'on a. Ça nous permet de renvoyer le correctif vers l'équipe qui est à l'origine de la librairie, du composant, et la laisser assurer la maintenance de ce correctif avec le reste. Ça marche aussi avec des vendeurs privés, en fait, cette collaboration. Mais c'est un temps qu'on n'avait pas forcément en provision sur nos projets, qu'on se force à avoir en provision maintenant. Dans le domaine ferroviaire, on a une particularité, c'est des cycles de vie produits qui sont extrêmement longs. Pour nous, un cycle de produit court, c'est 10 ans. Un cycle produit lambda, c'est 20 ans. Et un cycle de produit un peu long, c'est 30 ans. On est dans un grand écart permanent avec ces rythmes de release des dépendances qui sont de plus en plus rapides et nos cycles d'homologation client pour nos produits. Et donc, on doit aussi consacrer un peu plus de temps, d'énergie dans la communication qu'on va avoir vis-à-vis de certaines versions de nos produits, vis-à-vis de nos clients pour leur expliquer, écoutez, oui, vous n'avez pas demandé d'évolution fonctionnelle, oui, vous n'avez pas besoin de cette version, mais pour nous, cette version, elle est hyper importante parce qu'elle sacralise tel changement, tel et tel correctif. Et oui, ça va vous coûter, mais on pense vraiment qu'il va falloir que vous homologuiez cette version, même si vous ne l'aviez pas demandé. Et cette énergie-là, elle est beaucoup plus difficile à quantifier, mais elle reste bien présente. Dernier élément, je dirais, dans toute cette activité où on peut facilement se noyer, il faut se rappeler quelle est sa valeur ajoutée. Nous, notre valeur ajoutée, c'est notre connaissance du métier du ferroviaire, tant du côté de la téléphonie que de la supervision d'équipements de signalisation. Concentrons-nous là-dessus et exportons la contrainte de flexibilité, de la prise en compte des maintenances sécurité auprès d'un partenaire qui va avoir la puissance de feu nécessaire pour absorber les pics de charge, qui va avoir la flexibilité pour absorber les creux de charge aussi. Et comme ça, nous, on se concentre sur ce qu'on sait faire, on choisit le bon partenaire et on essaye d'aller vers des succès. On n'a pas eu de prix, mais je suis d'accord avec toi sur ce dernier point. J'essaie avec toi, Pierre Gall. Combien coûte CV Scan ? Alors nous, on a plusieurs business models différents en fonction de l'approche que vous voulez. La genèse de The Embedded Kit est basée sur le ownership et le transfert de propriété intellectuelle vers nos clients, parce qu'on vient de... En fait, on a été incubé au sein de Witekio et donc on vient de ce monde du service. Donc on est capable de vous vendre le code source de l'outil pour vous permettre d'avoir une approche de ownership complet. Ou alors on est capable également de vous proposer un modèle qui sera plus orienté OPEX, où là vous allez payer une licence annuelle. Donc on parle en termes de rendeur d'ordre de quelques milliers d'euros. Et si vous voulez en savoir plus, on a un stand au 208, c'est de l'autre côté. Je vous fais une démo et on parle de prix plus en détail si vous le souhaitez. Je vois que le temps file. Victor, j'essaie avec toi. Est-ce que tu sais nous dire à peu près combien tu factures tes clients sur la maintenance logicielle ? Oui, je peux également parler de coûts.
Évidemment, je vais plutôt vous donner une fourchette de prix parce que j'en ai parlé déjà dans ma présentation, mais en fonction du type de maintenance, de la fréquence des analyses que vous voulez faire, du nombre de CVE que vous voulez corriger, de la rapidité avec lesquelles vous les corrigez, tout ça va faire varier le coût. Donc je vais plutôt vous donner une fourchette de prix qui va aller de 20 000 € par an à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de ce type de maintenance. Il y a également le nombre de plateformes qui va être à prendre en compte. Mais voilà, on parle de cette fourchette-là à WTQ. Très bien, merci messieurs. On arrive sur la fin de cette conférence. Pierre, Nast, qu'est-ce que tu veux partager à nos auditeurs aujourd'hui? Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, ça va être une redite de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand on est comme nous à faire le grand écart entre des cycles de vie très différents, on n'a pas le choix que d'aller chercher la souplesse à l'extérieur. Notre organisation, elle ne peut pas tout absorber. Et donc c'est important d'arriver à trouver un partenaire. Et un partenaire, c'est quoi pour nous? C'est une société, une entité qui va pouvoir absorber certaines de nos contraintes et avec laquelle on va pouvoir collaborer. L'un des gros avantages pour nous à utiliser CVE Scan, c'est comme on disposait des sources, on a pu faire des essais, on a pu voir certaines limites à certains moments et dialoguer assez ouvertement sur nous, on n'a pas que besoin des vulnes côté noyau, on a aussi besoin que vous étendiez sur telle fonctionnalité où votre produit il tourne magnifiquement bien sur Linux, mais nous on a beaucoup de codes microcontrôleurs qui tournent sous ZephyrOS. Ça serait bien que vous preniez en charge aussi ça. Et c'est ça aussi l'export de la contrainte. Notre valeur ajoutée, elle n'est pas d'en faire de la surveillance de vulnérabilité côté ZephyrOS. Elle est d'en produire des produits à base de ZephyrOS qui vont apporter quelque chose de fonctionnel. Et donc là, avoir le bon partenaire, ça permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Merci. Pierre Gall, tu veux dire un dernier mot? Moi, je crois que tout a été dit. Non, effectivement, étudiez bien votre besoin, trouvez l'outil qui va s'adapter à votre problématique et qui va vous répondre et finalement venir s'intégrer dans votre process. Et effectivement, nous, dans notre démarche, on est extrêmement dans la collaboration avec nos clients et on n'est pas à dire non, on fait notre roadmap et vous travaillez. Notre roadmap, on l'a construit avec nos clients et ça, c'est important. Donc, choisissez bien avec qui vous allez travailler. C'est une très bonne conclusion. Un dernier mot, Victor, histoire de laisser la place à une à deux questions. De mon côté, je pense qu'il y a 2 points à retenir pour avoir une maintenance réussie. C'est qu'une maintenance, c'est un effort constant tout au long du cycle de vie de votre produit. Et qu'aujourd'hui, la maintenance, ce n'est pas seulement une affaire du développeur qui va développer le produit, mais tout un ensemble de compétences qu'il faut avoir. Et il faut avoir bien ces 2 choses en tête pour pouvoir faire de la maintenance de manière optimisée. Très clair, merci beaucoup. Donc on arrive bien à la fin de cette conférence, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Est-ce qu'il y aura des questions? Je vois très calme. Très bien, il y avait un point. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé vendu. Je prends. Il y avait un point qu'on n'a pas abordé très rapidement. C'est quoi les obligations et les responsabilités des entreprises vis-à-vis de la prise en compte des vulnérabilités? Très rapidement, Pierre. Alors, l'arrivée du CRA va rendre la gestion de ces vulnérabilités, leur identification et leur entre guillemets, diffusion auprès de vos clients obligatoire. Tout n'est pas encore très bien écrit et défini sur la définition de la correction. Vous avez l'obligation de corriger les failles qui sont critiques selon votre analyse de risque. Le CRA sera un modèle, en tout cas pour les classes non normatives 1 et 2, un modèle avec de l'auto-diagnostic, de l'auto-validation. Vous n'aurez pas à avoir un labo qui va venir certifier votre CRA. Vous allez vous faire votre diagnostic. Vous devrez présenter vos papiers le jour où il y aura un problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas écrit une vulnérabilité niveau 10 doit être corrigée en 15 jours. Écrivez ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Ayez un process clair et bien défini et soyez prêts à l'expliquer. Et déjà, vous aurez fait, je pense, 95% du boulot. Si tu veux bien, Youssouf. Je rajouterai un élément. Le CRA pour l'Europe va arriver, va nous contraindre, mais à l'international, on voit qu'il y a déjà beaucoup de clients qui demandent dans leurs appels d'offres publics à ce que dans l'offre, on ait une section dédiée à la communication en cas de crise cybersécurité. Donc toutes les obligations qui vont arriver dans le CRA, faut les anticiper du mieux qu'on peut, du mieux que chaque entreprise le peut, parce que sur l'international,
ces obligations, elles vont exister aussi et elles sont déjà dans les appels d'offres, elles sont déjà dans les cahiers des charges. Donc c'est même pas pour 2026, c'est déjà depuis plusieurs mois. Déjà présent. S'il n'y a pas d'autres questions, messieurs, dames, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah bah c'est plus affiché, mais on est de l'autre côté si jamais vous avez besoin de continuer la discussion. Merci.